Madame, Monsieur, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Les titres du journal. Initiative gouvernementale de rapatriement de migrants, une nouvelle vague d'émigrés béninois en situation de précarité en Algérie est de retour au pays. C'est avec joie que ces compatriotes retrouvent leur terre natale. Retour dans ce journal sur les temps forts du culte ayant marqué la clôture du 80e anniversaire de l'avènement de l'Église apostolique au Bénin, d'intenses moments d'action de grâce soldés par une importante annonce. Que retenir de la notion d'économie circulaire, nouveau modèle économique apparu dans les années 1970 et actuellement en vogue? Elle constitue une opportunité pour les pays africains, nous apprend le desk environnement dans le dossier du jour. Bienvenue à tous. 2 audiences à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin et le bureau du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public Syntrap étaient chez Édouard Locaux. Le premier pour une visite de courtoisie et de prise de contact et le second pour présenter le mémorandum des travailleurs de la SRTB en prélude à la mise en œuvre des réformes annoncées. Le point avec Wenceslas Arouaimon et Ulvaeus Balogun. C'est pour moi un plaisir d'avoir l'occasion de connaître le rôle et le fonctionnement de cette institution, très important. Et aussi d'échanger avec nos amis béninois sur éventuelles coopérations dans le domaine de communication, de la presse. Oui. Nous sommes venus parler avec lui des réformes à la SRTB. Au niveau de notre syndicat, nous avons élaboré un document stratégique et donc nous sommes venus lui remettre officiellement ce document et échanger avec lui sur les réformes. Vous devez savoir aussi que le chef de l'État a demandé à la RAC de mener des réformes et donc nous avons demandé à ce que la RAC puisse avoir un œil quand même sur ce qui se fait à la SRTB pour le bien de tous. C'est une satisfaction totale d'avoir la tête de la RAC, un professionnel des médias. Et donc, lorsque vous avez un professionnel des médias, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, même avant de venir à cette audience, nous avons déjà commencé par échanger avec le président. Et il s'est montré très disponible d'ailleurs pour accompagner les réformes à la SRTB, accompagner la SRTB à s'améliorer et à donner le meilleur d'eux-mêmes comme le chef de l'État l'aurait souhaité. Ils ont connu les mésaventures de l'immigration clandestine. Heureusement pour eux, ils retrouvent leur terre natale. Eux, ce sont des compatriotes rapatriés au pays par le gouvernement. À la base aérienne où ils ont atterri, Alain Sochoumen et Igor Ayosso les attendaient sur le tarmac. Après une aventure périlleuse où ils ont frôlé le pire, ils reviennent au bercail. Ces 54 Béninois ont été rapatriés de la Guinée équatoriale par le gouvernement sur fonds propres. J'ai fait pratiquement 3 mois. Il n'y avait même pas à manger. C'était vraiment la galère. Il n'y avait pas à manger. Tous les téléphones, on a vendu. J'ai vendu même un peu de biens que j'avais, moto comme machine tronçonneuse que je travaille avec. Tout ça là, j'ai essayé de vendre pour dire à la famille de m'envoyer de l'argent. Je suis dans cette aventure qui s'est mal tournée. Donc, je suis ici pour dire à mes soeurs, je ne peux pas trop parler, quoi. Je veux les conseiller seulement de ne plus aller dans cette aventure. Il vaut mieux de rester chez nous, de gagner un peu là. Ce qui s'est passé chez nous là, si Dieu n'était pas avec nous là, on ne serait pas là aujourd'hui. Ces personnes que vous voyez aujourd'hui sont toutes de nationalité béninoise, qui ont pris des embarcations précaires au niveau du Nigeria, qui est leur point de ralliement. Il y avait au départ 3 nationalités, des Burkinabés, des Togolais, mais les Béninois constituent la plus grande masse malheureusement. Et ces personnes ont été secourues par les gardes-côtes équato-guinéennes, mais gardées dans un camp, quasiment privées de liberté. Le gouvernement du Bénin, en Conseil des ministres, a autorisé leur rapatriement sur le Bénin, sur fonds propres, 100% du gouvernement du Bénin. Les Béninois de la diaspora occupent une place importante dans les politiques du gouvernement. Cependant, il est crucial que tout candidat à l'immigration
prenne les dispositions légales et régulières en la matière pour ne pas se voir interdire le pays où il atterrit. Faisons un petit voyage sur l'axe dit de la beauté accidentelle, je veux nommer l'axe Kota-Kwandé. Autrefois, l'évocation de cet axe routier pouvait susciter de l'effroi tant cette route était difficile à pratiquer. Cette route est aujourd'hui en phase de devenir l'un des axes les plus modernes et praticables de la région. De quoi susciter la gratitude des populations de Kwandé à l'endroit du président Patrice Talon. Le reportage est signé Olviga Messon et Aziza Lagui. Plus de 40 km de bitume prend progressivement corps de Kota à Kwandé. Bientôt, la fin de plusieurs décennies de calvaire pour l'un des bassins cotonniers, en même temps grenier de vivrier de l'Atakora. Le président Patrice Talon nous mène du rêve à la réalité, disent-ils. Béni soit-il, s'accorde, populations et leaders traditionnels. Cette route bitumée qui est venue jusqu'à Kwandé, ça fait bien des décennies que nous l'espérions. Beaucoup de gouvernements se sont succédés. Ils nous ont promis ciel et terre. Nous avons espéré. Les rois qui m'ont précédé ont espéré. Ils sont morts déçus. Donc c'est une chance pour moi, tout particulièrement une chance pour moi. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller exprimer notre sentiment de profonde gratitude à ce grand homme d'État, son Excellence, le président Patrice Talon. Kwandé avait perdu tout espoir que cette route se réalise un jour. Et sans grand bruit, sans lancement, que les travaux démarrent et ne commencent pas à entrer dans la ville de Kwandé, c'était mérité que Sa Majesté, entouré de toutes les têtes couronnées et de tous les usagers de la route, pour témoigner au chef de l'État la gratitude de ces différentes couches sociales. Cette initiative de bitumer la route de Kwandé-Latitengu va métamorphoser la ville de Kwandé. L'entreprise en charge des travaux rassure de l'exécution à bonne date de ce projet qui tient à cœur aux filles et fils de Kwandé. Nous avons encore d'autres préoccupations. Il s'agit du Bini, Kwandé, Kilmaro et Brignambaro, commune de Kero. Cette route, elle est très indispensable. Les gros producteurs sont logés là-bas. Avril 2026, c'est la date de livraison du joyau tant attendu. Dans le département du Koufo, on parle du lancement de l'élaboration du plan local de sécurité PLS de la commune frontalière d'Aplakwe. Une activité dont l'objectif est le renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité dans les espaces frontaliers de notre pays. Ceci en adéquation avec les dispositions de l'article du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la BJF. Évariste Zomoron et Samira Chabimane. Instrument technique de la gouvernance et de la sécurité, le plan local de sécurité PLS est élaboré à partir d'une démarche participative de diagnostic où toutes les couches de la société exposent leur point de vue sur la gestion de la sécurité de leur cité pour une meilleure coproduction de cette dernière. Il permet également de faire face aux nouvelles formes d'insécurité. L'élaboration de celui d'Aplakwe était plus qu'important du fait de sa situation géographique. Les transmutations incessantes des méthodes des groupes extrémistes violents exigent de repenser, de revoir les stratégies de sécurisation de nos territoires pour éviter les surprises, Aplakwe étant également une ville frontalière. Un plan local de sécurité vise à mettre en place une stratégie cohérente et efficace pour renforcer la sécurité au niveau d'une commune ou d'un territoire en tenant compte de ses spécificités locales. Les espoirs sont grands, les attentes également, afin que le document élaboré puisse véritablement être mis en œuvre pour un bon renforcement de la gouvernance locale et de la sécurité au niveau de la commune frontalière d'Aplakwe. C'est l'affaire de tous les acteurs que nous sommes ici présents et c'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon, en dehors de l'action militaire, a œuvré pour une autre stratégie.
celle qui permet de placer l'individu, les populations, les communautés au cœur de leur propre sécurité. Les comités locaux de sécurité seront activés à nouveau. Ce qui est fait va nous permettre de mettre en œuvre plus facilement les autres programmes qui sont contenus dans les plans communaux de développement. Mon souhait est que ce document qui sera élaboré permette aux populations de circuler librement. L'une des communications ayant fait objet d'échange reste celle portant sur la présentation de la démarche méthodologique d'élaboration des plans locaux de sécurité et son utilité stratégique pour la gouvernance sécuritaire au niveau local. L'ONG African Park organise la première édition du Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux à partir de demain, jeudi. Son responsable pays donne des précisions à propos. Il est au micro de Alain Sochoumen et Simon Vignon. Le Forum d'information et d'échange sur les parcs nationaux a pour objectif d'accroître la visibilité des parcs nationaux, de susciter beaucoup plus de soutien de la part des partenaires, renforcer les partenariats, notamment celui du gouvernement béninois qui reste le modèle à travers tout le portefeuille African Parks. Alors de façon spécifique, nous voulons mettre à jour tous les acteurs, des avancées au niveau de la gestion des parcs nationaux, communiquer de façon transparente et cohérente avec tous les acteurs et susciter beaucoup plus le soutien à la gestion des parcs nationaux. Nous mobiliserons à travers ce forum tous les partenaires et nous recevrons des recommandations qui permettront d'améliorer encore ce que nous faisons. Cela permettra de révéler le rôle majeur que jouent les communautés, le soutien des partenaires techniques et financiers et en même temps de pouvoir présenter au public béninois tout le potentiel de ces parcs à travers nos expositions. Qui parle de visibilité fait appel au grand public et nous le ferons à travers cette marche qui invite tout le public béninois à marcher pour les parcs nationaux. Et donc nous invitons tout le public à venir visiter nos stands. Nous avons des stands qui présentent le modèle African Parks et nous avons des partenaires qui vont aussi exhiber leurs stands. Donc nous invitons le public à venir découvrir, à venir révéler avec nous tout ce potentiel inestimable qui, en griffe, est caché dans les parcs, mais que nous ramenons à Cotonou, à portée de vue des populations. Je l'annonçais en titre, c'est une notion qui est apparue dans les années 1970. L'économie circulaire vise à limiter le gaspillage de ressources naturelles en repensant les modes de production et de consommation. Elle offre une voie de sortie au modèle du tout jetable et constitue une opportunité pour les pays africains. Que comprendre par ce concept? Les précisions dans le dossier environnement de ce mercredi signé Wenceslas Aroimon et Amandine Aliambosso. Optimiser l'utilisation des ressources, réduire les déchets en favorisant des pratiques telles que le réemploi, la réparation, le recyclage. L'économie circulaire est un modèle économique qui implique la réduction des déchets au minimum. C'est le fait que les ressources que nous utilisons pour satisfaire nos besoins ne soient pas rejetées. Même si ça ne sert pas à l'utilisation préliminaire, ça peut servir à d'autres utilisations. Donc la matière, les rejets d'une activité peut devenir des matières premières d'une autre activité. Par exemple, si on prend les sachets plastiques, les bouteilles en plastique, une fois qu'on a bu de l'eau, on jette ça dans la nature. Dans d'autres pays, ces bouteilles-là sont recyclées pour être réutilisées encore. Adopter l'économie circulaire revient donc à limiter la perte de la biodiversité, réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre et la dépendance aux matières premières. Au-delà de la gestion des déchets, elle peut être adoptée dans différents secteurs comme celui du textile, du bâtiment et de la construction, ainsi qu'à diverses étapes du cycle de vie d'un produit. Dans le domaine de l'eau, par exemple, elle s'impose comme le changement de paradigme pour préserver les ressources et garantir l'avenir des sociétés. Vous voyez bien que dans les égouts, dans les caniveaux, les eaux usées sont le siège
des moustiques. Et pour finir, on contracte des maladies, ce qu'on appelle le malaria, le paludisme, etc., la fièvre typhoïde, etc. Mais si ces eaux usées sont bien gérées, bien traitées, on peut même les réutiliser encore dans d'autres domaines. Par exemple, il y a des pays en Afrique où les eaux usées sont réutilisées et reviennent encore dans les ménages. Aujourd'hui, la ressource en eau devient de plus en plus insuffisante parce qu'avec les changements climatiques, les pluviométries parfois baissent à des endroits donnés, il y a des poches de sécheresse, donc l'eau qu'on utilise pour les activités agricoles surtout est en baisse. Et alors là, s'il y a la possibilité de prendre ces eaux qui devaient être rejetées, les recycler, les épurer et les réinjecter dans le système de production, ce serait la bienvenue. Des éléments peuvent être piégés, peuvent être récupérés de ces eaux pour servir à la valorisation de nos plantes. Avec plus de 62% des pays africains dépendant des ressources naturelles pour le produit intérieur brut, l'économie circulaire est cruciale pour la croissance du continent. L'État doit s'impliquer. Il faut suivre ces produits que tu mets sur le marché. Parce que si tu ne suis pas, ça ne va pas revenir. Donc voilà un peu cette politique qu'il faut mettre en place. Les pays européens ont déjà trop avancé en matière d'économie circulaire. Nous, on est en train de commencer et il s'agit ici pour le Bénin d'assurer l'assainissement du Grand Okoué. C'est des tonnes de déchets qui sont générés par jour. Et l'économie circulaire va permettre de récupérer beaucoup de déchets qui polluent notre environnement et qui seront utilisés à d'autres fins. L'économie circulaire est une opportunité pour les pays africains. Le Bénin s'inscrit dans cette logique et vient de lancer son plan d'action national pour l'économie circulaire. Un plan d'action qui bénéficie d'un appui de la Banque africaine de développement à travers la Facilité africaine pour l'économie circulaire. On change à présent de registre. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Souhaite Bénin et ses différents partenaires au développement, toujours engagés aux côtés des apprenants pour un meilleur avenir. À Malanville, les élèves du Collège d'enseignement général 1 ont eu droit à une séance de restitution sur la participation de leur CEG à la phase de sélection départementale en matière de théâtre. Le reportage de Judika Elaïna et Ousmane Baparapé. Qu'as-tu mangé hier? Est-ce que je sais même? Et puis je sais. Waouh, mes félicitations! Les grossesses en milieu scolaire ou encore les mariages précoces sont à bannir des pratiques pour l'évolution des apprenantes des lycées et collèges. Oui, bonjour, comment ça va? Tu as quoi? Il y a 2 mois, je ne vois plus ma période. Quoi? Ou bien ça t'arrête comme ça? Mais non, ça veut dire que tu es enceinte. Quoi? Moi aussi? Oh Dieu! Je suis foutu, oh mon avenir. Le monsieur. Et cette mise en scène vient encore rappeler aux différents acteurs du système éducatif l'importance du suivi des filles à l'école. De montrer aux gens d'abord les causes des grossesses non désirées en milieu scolaire et ses conséquences. Ce sont nos enseignants qui ont appris à ces élèves le théâtre et ils sont premiers, ça veut dire eux-mêmes ils sont premiers. Donc notre établissement est premier, donc c'est une double satisfaction. Cette représentation théâtrale s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de masse du projet Souhaite Bénin. C'est ces défis que nous devons relever pour permettre par exemple à nos jeunes filles de rester beaucoup plus à l'école. Nous voulons parler de grossesse non désirée, nous voulons parler de mariage précoce, nous voulons parler de mariage forcé. C'est des thématiques aujourd'hui que nous devons développer, qui sont des défis à relever pour que le Bénin puisse vraiment aller à la capture du dividende démographique. Et c'est très important pour nous, parce que pour nos jeunes filles, on doit les maintenir à l'école. C'est pourquoi il y a le kit scolaire, c'est pourquoi il y a le transfert monétaire conditionné et d'autres avantages, les espaces sur l'école des futurs maris. Tout ça, là, nous le faisons pour développer notre jeunesse, pour qu'elle soit prête pour accompagner notre pays au développement durable. L'étape de Malanville au niveau départemental vient en prélude à la phase nationale prévue dans les prochains jours.
Caravane qui met l'accent sur l'éducation et le maintien des filles à l'école et l'égalité entre les sexes. C'est une initiative de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF. À la fin des activités, un point de presse a été donné par les organisateurs à Cotonou. En voici la substance. Au cours des 5 jours intenses, traversant le Togo et le Bénin, cette caravane a semé des messages d'espoir, offert des outils pédagogiques pertinents et dispenser des ressources précieuses aux apprenantes ainsi qu'aux acteurs de l'administration scolaire dans l'objectif de promouvoir une éducation inclusive et équitable. Ce fut également l'occasion de rencontrer des enseignants dévoués, des élèves inspirants et des communautés résolument engagées à bâtir un avenir où filles et garçons jouiront des mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Parce que quand on a annoncé Relief, on l'a lancé avec la Madame la Secrétaire Générale Louise Mouchikiwabo à Dakar, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, et tout le programme était en ligne, les ressources, la formation et tout ça. Et un des journalistes nous a dit « et les autres ?» Et nous avons pris la promesse ce jour-là que dès que la Covid partira et donc on reprendra notre contact, on ira voir les autres. Et c'est pour ça que la caravane existe. Donc là, on compte sur les personnes qui sont là. Vous savez, on ne peut pas faire tout le Bénin vaste, on ne peut pas faire tout le Togo, on ne peut pas faire tout le Sénégal, on ne peut pas faire tout la Côte d'Ivoire. Mais on a toujours notre chaîne de solidarité. On en vient à l'actualité religieuse de cette édition. Célébration le week-end écoulé des 80 ans d'existence de l'Église apostolique du Bénin, un événement couplé avec sa 32e convention nationale annuelle. On part à Adjara retrouver Michel Egbe et Viti Saoré pour le point de cette célébration. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose de centres de formation biblique et théologique dénommés IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église. Et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées.
La célébration du 80e anniversaire de l'avènement de l'Église apostolique au Bénin a pris fin dimanche par un culte d'action de grâce. C'est le siège de l'Église Sisa Adjara qui a abrité l'événement. Les dirigeants de la congrégation ambitionnent de la faire grandir davantage. Retour sur le culte de clôture avec Calvado Awanou et Yves-Patrick Loco. Jubilé de chaîne pour l'Église apostolique du Bénin, introduite depuis 1944. En 80 années d'existence, du chemin a été parcouru. Pour la célébration, une marée humaine a pris d'assaut le siège national de la confession religieuse à Malawi, commune d'Adjara. Du Bénin, mais aussi de l'extérieur, c'est une grande mobilisation. Les gens sont venus de partout dans le monde entier, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de la Suisse et des pays africains aussi. Le Seigneur est merveilleux. Dieu a été au contrôle de son Église depuis son existence au Bénin. C'est vrai, le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des temps de malcompréhension à certains moments de l'histoire de l'Église, mais la sagesse de Dieu a permis à l'Église de s'édifier, de s'unir, et je retiens que la force de l'unité a permis d'obtenir les résultats que vous voyez aujourd'hui. Différents messages, lectures bibliques, adoration et prières pour les nations et l'Église, sans oublier les prestations des chorales. Tout était au rendez-vous pour marquer d'une pierre indélébile l'anniversaire de l'Église apostolique du Bénin, appelée à gagner davantage d'âmes pour le Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur de participer à cette fête. 80 ans, c'est quelque chose de très important qui doit être célébré. Et il a fait effectivement des merveilles, il a sauvé des âmes, des vies, il a délivré, il a donné plus de la joie à vivre et ça vaut la peine de lui dire vraiment merci. Dieu nous a délivrés par la puissance du Saint-Esprit des ténèbres. L'Église a grandi. Il y a la prospérité de l'Église, il y a la croissance, l'expansion de l'Église. C'est pourquoi nous avons choisi cette semaine pour remercier le Seigneur. C'est une joie et ça doit être la joie de tous les fidèles de l'Église apostolique, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles. Le chemin tracé par les pères fondateurs doit être balisé et les œuvres poursuivies. C'est pourquoi l'Église pense déjà à son avenir dans les prochaines années. Le 90e anniversaire en 2034 se prépare déjà. On parle d'une célébration à une autre. Un mois après le sacre en terre ivoirienne, les Amazones et guépards randonneurs sont célébrés par le comité exécutif de la Fédération béninoise de sport pour tous. Une initiative personnelle du comité dirigé par Imoru Sofiano. Un dîner est offert aux champions d'Afrique pour saluer leur performance. Blaise Adampo. En novembre dernier, les guépards et Amazones randonneurs ont hissé haut le drapeau national à Abidjan, Côte d'Ivoire. Au bout de la détermination sur les routes de Yopougon, d'Atekoumbe, d'Adjamé ou sur la piste d'athlétisme du stade Robert Champrou, les athlètes béninois ont fini champions d'Afrique. Un mois après, le comité exécutif de la Fédération béninoise du sport pour tous rend un hommage mérité aux valeureux randonneurs. Au nom de mes collègues, nous vous demandons de bien vouloir accepter ce dîner d'hommage que nous avons bien voulu organiser pour vous. Pour vous, parce que vous méritez autant. Vous méritez autant pour celui-là qui n'avait pas suivi les actualités. Quand nous jetons un coup d'œil sur la table, nous voyons ensemble tout un pléthore de trophées que nous avons remportés. Plusieurs médailles, pour ne préciser 12 médailles que nous avons ramenées au pays. Cela mérite que nous vous célébrons. Après l'effort, le réconfort, dit-on, voilà pourquoi les représentants du drapeau national ont eu droit à des mets chauds. Ils ont aussi eu droit, chacun, à une attestation de félicitations. L'objectif de la création de notre fédération, nous pouvons dire que l'objectif est en train d'être atteint, car c'était de tout faire pour implémenter quand même le sport dans nos quotidiens. Et cela a pris corps à travers
les associations, à travers les clubs dans différents quartiers, dans différentes communes, nous avons constaté que cela a pris corps. Le trophée de champion d'Afrique, le comité exécutif attend de le présenter au ministre des Sports, Benoît Dato. Place donc aux nouvelles internationales. La page inter est ici présentée par Alain Sotouma. Plusieurs centaines d'étudiants et de personnels universitaires se réunissent à proximité du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer la baisse anticipée de leur budget qui toucherait particulièrement les filières STAPS et psychomotricité en France. Il y a des besoins absolument urgents dans l'enseignement supérieur en poste, mais aussi en rénovation de bâtiments qui sont en train de se délabrer à grande vitesse, clame-t-il. Le groupe japonais de survivants de la bombe atomique Nihon Hidankyo reçoit le prix Nobel de la paix lors d'une cérémonie dans la ville norvégienne d'Oslo, où le groupe exhorte les États à agir pour éliminer les armes nucléaires. Travaillons ensemble pour une société humaine dans un monde sans armes nucléaires et sans guerre, s'exprime Terumi Nakata, l'un des coprésidents de Nihon Hidankyo et survivant de Nagasaki. Terminus, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis.